Alors, Erev Tov à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ce soir pour une conférence sur une thématique dont les sujets sont très souvent abordés, n'est-ce pas? La communication, je t'écoute, je te parle, je te comprends, tu ne me comprends pas. On va rentrer de plein pied d'ailleurs dans le titre, au passage dans lequel il y avait un S qui n'était pas présent. Alors, certains ont voulu y voir une forme d'allusion par rapport à la manière dont on allait traiter ce sujet. On va, si vous le voulez, essayer de redémarrer bien sûr de nos textes. Donc, la thématique qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, c'est comment fait-on pour, dans un univers qui se côtoie au quotidien, celui du masculin et celui du féminin, réussir à créer un modèle de communication dans lequel on arrive non seulement en premier lieu à s'entendre, mais dans un second temps à se comprendre. Pour pouvoir réfléchir à ce sujet, évidemment, comme d'habitude, j'ai envie de prendre comme point de départ nos textes et voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire sur l'univers de l'échange, sur l'univers de la parole et sur la difficulté de comprendre l'autre. Quand on regarde le texte de la Torah, le premier échange entre le monde du masculin et le monde du féminin semble amener un échec. En effet, on connaît toutes et tous l'histoire de Adam et Ève, de Adam et de Chava. Adam à qui Dieu va exprimer la chose suivante: eh bien, tu ne peux pas consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en tout cas de cet arbre qui est au centre du jardin. De celui-ci, tu ne peux consommer. Tu peux et tu dois, voire même consommer des autres, mais pas de celui-ci. Et puis, nous avons derrière cela une Ève qui a entendu, il faut croire autre chose, puisqu'elle va rajouter cette fameuse phrase que l'on ne peut pas manger et que l'on ne peut pas aussi toucher à cet arbre. Alors, évidemment, sans rentrer dans l'exégèse et le développement de ce texte qui est merveilleux parce qu'il nous dit beaucoup, beaucoup de choses, même s'il est bouleversant, parce qu'au fond, c'est le premier échec que l'on retrouve dans l'histoire de l'humanité avec toutes les conséquences que ça va avoir. Mais on entend ici quelque chose de très intéressant. Il y a une parole qui va être émise. Cette parole va être entendue, mais au moment où elle doit être transcrite, eh bien, on rajoute quelque chose. Comme si, au fond, la Torah nous ouvrait à l'idée que lorsque j'entends l'autre me dire quelque chose, peut-être qu'il me dit encore autre chose que je dois comprendre par moi-même. Ou peut-être qu'il avait autre chose à me dire qu'il n'a pas osé me dire. Que sais-je? En tout état de cause, intéressant de voir que lorsqu'il y a pour la première fois un échange de paroles entre deux êtres humains, au masculin et au féminin, eh bien, il va y avoir une distorsion. Une distorsion parce que, évidemment que Chava, Ève, en rajoutant ces fameux mots « on ne peut ni consommer ni toucher », n'est pas en rupture avec la parole de Adam, mais sans doute qu'elle pense que derrière les mots qu'il a dit, il y avait peut-être autre chose qu'il fallait entendre. Et j'ai l'impression qu'au fond, la Torah nous pose dès le début de l'histoire de cette rencontre entre le masculin et le féminin au niveau de la parole, elle nous pose dès le début la problématique de savoir qu'est-ce que je vais entendre dans les mots que l'autre va dire. Est-ce que je suis capable de m'arrêter au sens premier de ce que l'autre exprime, ou alors mon esprit va-t-il commencer à élaborer une réflexion sur ce que l'autre ne m'a pas dit, mais que peut-être il voulait me dire, ou peut-être qu'il n'a pas osé me dire, que sais-je? Et c'est sur la base de cela où commence la première difficulté de l'histoire. Pourquoi j'avais envie d'introduire ma réflexion à partir de ce texte? C'est parce que lorsque la Torah nous rapporte, pardonnez-vous-moi, un événement, évidemment, chacun des éléments qui constituent cet événement est là pour nous dire quelque chose. Et il nous dit beaucoup de choses. Et entre autres, il nous dit cela. Une parole a été émise, au moment où l'autre la retranscrit, il entend une chose et il en dit une autre. Intéressant. Je laisse cela pour l'instant de côté et nous allons rentrer donc maintenant dans l'univers du masculin et du féminin et de la difficulté que l'on a de réussir à s'entendre et a fortiori de se comprendre. Tout d'abord, l'univers de la parole. Le mot que l'on prononce. Comment ce mot va-t-il être entendu par l'autre?
intéressant de voir que la Torah nous alerte très rapidement sur les capacités différentes qu'ont le masculin et le féminin d'être à l'écoute d'un message et donc de la nécessité qu'il y a de moduler les mots qui vont véhiculer le message fonction des capacités de l'autre. Et là, permettez-moi de prendre un exemple qui va peut-être vous faire sourire. En tant que parent, et ceux qui ne sont pas encore parents, eh bien, le découvriront un jour, nous allons à un moment devoir dire des choses à l'enfant. Nous allons adapter notre parole aux capacités que l'enfant a à recevoir ce message. Je me vois mal devant un petit bout de chou d'1 an et demi ou de 2 ans lui dire mon cher Abraham, cette cuillerée de soupe, si elle se déverse à un moment sur ce t-shirt blanc immaculé que ta maman a lavé avec tellement d'amour, risque de générer chez elle une forme de désappointement qui pourrait l'amener à se sentir peut-être un peu fâché vis-à-vis de toi. Et donc, je te demande d'être à l'écoute de ma parole qui te demande de... Enfin, il me regarde, et vous aussi vous me regardez, vous dites, il y a un problème, le monsieur. Et vous avez raison. Je vais utiliser les mots qu'il peut entendre. Et là, c'est relativement simple à comprendre, puisque là, c'est un univers de vocabulaire. C'est un univers de vocabulaire. Cet enfant ne peut pas entendre mon vocabulaire. Il n'y a pas que le vocabulaire des mots. Il y a aussi le vocabulaire au niveau de mes postures. Et je vais vous rapporter une histoire dont j'avais été témoin et qui était très intéressante à ce niveau-là. Il s'agissait d'un maître que j'ai connu. Et un jour, ce maître se retrouve face à un de ses élèves. Et cet élève a à ses côtés son petit garçon, qui à ce moment-là doit avoir, allez, que sais-je, 4 ans, 5 ans. Et ce maître, à un moment, parlant à son élève, exprime sa satisfaction par rapport à une chose qu'il lui avait dite ou qu'il lui avait racontée, et il lui donne comme ça une tape sur la joue. Bravo, kol hakavod, bravo. Évidemment, l'enfant qui est là fond en larmes. Pourquoi ? Parce que la traduction de ce geste affectif, ce geste de proximité, pour l'enfant, a été vu comme étant une sanction. Et évidemment, qu'a fait mon père pour être sanctionné par ce maître, par ce vieux vieillard avec cette grande barbe. Et évidemment, l'enfant ne peut pas comprendre que derrière ce geste, il y a de la tendresse, parce que dans son système à lui, il veut dire quelque chose de totalement différent. Et intéressant de voir que la Torah nous alerte sur cela dans l'univers du masculin et du féminin. En effet, à quel moment cela se situe ? Lorsque Dieu va dire et va enjoindre à Moïse de transmettre un certain nombre de choses, et il va dire la chose suivante, Kotomar le Bet Yaakov vetaged libne Israël, ce qui veut dire ainsi tu diras à la maison de Jacob, vetaged, allez, on va utiliser un autre terme, si vous voulez, tu raconteras le Bet Israël à la maison d'Israël. Kotomar le Bet Yaakov vetaged libne Israël, et tu raconteras au Béné Israël, aux enfants d'Israël. On a ici 2 termes qui sont quasiment identiques, et les sujets auxquels ils s'adressent, a priori, sont censés être les mêmes. Donc une forme de redondance. Or, pas du tout. Nos maîtres nous disent Bet Yaakov et Lunashim, il s'agit des femmes. Bnei Israël, les enfants d'Israël, et Luan Nashim, ce sont les hommes. Donc il semblerait qu'ici, il y a, au sens premier du terme, un double discours. Une parole qui va être transmise au féminin et une parole qui va être transmise au masculin. Et rappelons-nous que dans le verset, on met en exergue le féminin avant le masculin, comme si au fond la Torah nous disait que l'enseignement doit d'abord être transmis aux femmes. Et ça, c'est encore un autre sujet. Seulement, Rachid, le célèbre commentateur, s'arrête évidemment sur ces 2 termes, Kotomar vetaged, Amira et Agada, et va nous dire, oui, Omer, dire, c'est Belachon Raka, c'est un langage de douceur. Taged vient de la racine guide. Guide, c'est une forme
de verge avec laquelle on frappe, un morceau de bâton, un air de bœuf. Ce sont des paroles beaucoup plus fortes, beaucoup plus difficiles. Mais le message est le même. Le message est le même ici. Il n'y a pas un message pour le féminin, il y a un message pour le masculin, parce que derrière cela, eh bien, Dieu donne le message. Donc, en deux mots, on est dans le même message, mais avec un langage totalement différent. Et je crois qu'ici, le texte de la Torah nous pose ce principe fondateur que nous devons d'accepter. Il y a en effet des mots différents à utiliser pour faire passer un message au féminin et au masculin. Et qu'on soit bien clair, il n'y a pas ici de hiérarchie, il n'y a pas ici de ceux qui n'arrivent pas à entendre quand on leur dit les choses de manière brutale et donc une forme de faiblesse féminine, pas du tout. Amira Agada. Il y a en effet une parole qui peut être entendue par l'un et qui n'arrivera pas à être entendue par l'autre. Dans un sens comme dans l'autre. Avant d'explorer la spécificité de ces deux types de paroles, pour dans un troisième temps essayer de savoir de manière concrète comment on peut agir, acceptons cette réalité. C'est-à-dire que ce qui est entendable par nous ne peut pas l'être par l'autre. L'autre ne peut pas entendre. Si tu utilises le langage du masculin pour faire passer le message au féminin, le féminin ne peut pas totalement l'entendre. Vous allez dire, mais pourquoi? Les mots sont les mots. Peut-être que la Torah ici est en train de nous dire la chose suivante. On va prendre ça au niveau d'une symbolique très simple. La douceur du langage pourrait faire croire au masculin que le message qui est transmis n'a pas de valeur. La violence du langage pourrait empêcher le féminin d'être à l'écoute du message qu'on a envie de lui faire entendre. Alors vous allez dire, attendez, là vous êtes en train de rentrer dans les lieux communs, les hommes, les femmes. Si on parle aux hommes doucement, ils ne peuvent pas entendre. Et si les femmes... Non, non. La Torah nous parle ici de deux concepts, celui du féminin, celui du masculin. La Torah me dit, ils ne peuvent pas entendre de la même manière les mots qui sont prononcés. Il va falloir prendre le temps de penser la personne qui est en face de nous et réfléchir comment peut-elle se mettre à l'écoute du message que j'ai envie de lui transmettre. Et pour cela, eh bien, on va explorer ensemble, si vous le voulez bien, un autre texte. Et cet autre texte, au fond, c'est un texte que l'on retrouve dans un traité de Mishnah, donc du Talmud, qui est le second chapitre du traité de Shabbat. Dans le second chapitre du traité de Shabbat, il s'appelle Bameh Madlikim. Il est assez technique. C'est un texte dans lequel on nous parle de toutes ces huiles et de ces mèches que l'on peut ou on ne peut pas utiliser pour pouvoir allumer ces fameuses bougies de Shabbat. Huile qui n'a pas suffisamment de capacité de combustion, mèche qui arrive mal à tirer l'huile, que sais-je. Et puis à la fin de ce chapitre, dernier enseignement, Shalosh dvarim tsarich adam lomar betor beto erev Shabbat. L'homme, le monsieur, d'accord, doit dire trois choses chez lui vendredi après-midi, au moment où le Shabbat est en train d'arriver. 18h, l'heure du Shabbat, allez, 17h30, 17h45. Qu'est-ce qu'il doit dire? Isartem, Eraftem, Adiko et Taner. Isartem, avez-vous pris les prélèvements obligatoires? Eraftem, avez-vous fait le hérouf, c'est-à-dire avez-vous mis en place le système qui permettra de circuler d'un endroit à l'autre dans un cadre défini? Je ne rentrerai pas dans les détails.
Hadliku et taner et allumer les bougies. Alors évidemment, vous voyez la différence entre les deux premières parties de la phrase et la troisième. Dans les deux premières, c'est une question. Avez-vous fait? Et dans la troisième, Hadliku et taner, allumer les bougies. Donc dans les deux premières questions, nous sommes en effet dans une question. Et le troisième point, c'est Hadliku et taner, nous sommes dans un impératif. Très bien. Et le Talmud sur place de commenter, de dire V'tsarich le memrinu benichuta ki heichi de likablinu mine. Et ces mots-là doivent être exprimés benichuta, c'est-à-dire de manière calme et sereine, qui heichi de likablinu mine, afin que l'autre puisse les recevoir. Je voudrais m'arrêter un instant sur ce texte. Alors évidemment, vendredi après-midi, avant Shabbat, poser la question à son épouse, as-tu fait le maaser, as-tu pris les prélèvements obligatoires pour pouvoir consommer la nourriture Shabbat si on est en Israël? A-t-on fait le hérouv? Parce que si on a oublié de le faire, on peut être embêté si on a envie de déplacer à l'intérieur d'un certain périmètre certaines choses, on peut l'entendre. Le troisième, c'est allumer les bougies. On se doute bien qu'on ne va pas dire à son épouse d'allumer les bougies ou les lumières si nous sommes 2 heures avant le Shabbat. Il y a de fortes chances que Shabbat rentre bientôt. Et que donc le stress nous amène à dire cette phrase à l'impératif. Et le texte nous dit, tu dois le dire calmement afin que l'autre puisse les recevoir. Et moi, j'ai une question ici. Ma question, elle est très simple. Pourquoi le Talmud a-t-il besoin de rajouter afin que l'autre puisse les recevoir, ces paroles? Vetsarir, le même rino, benichuta. Et même cette phrase-là qui est de allumer les bougies, eh bien, dis-la calmement, ce qui est totalement entendable. Or, on nous rajoute qui heichi de l'ikabli nominé, afin que l'autre puisse les recevoir. Et nous avons ici le point d'entrée de ce que nous allons maintenant développer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, la préoccupation numéro 1 qui doit être la nôtre est avant tout de savoir si l'autre va pouvoir entendre et être mekabel, c'est-à-dire recevoir et accepter la parole que je vais lui dire. Quel que soit le ton ou les mots utilisés, la question que je dois avoir, qui heichi de l'ikabli nominé, il n'y a pas marqué dans le verset, dans le texte, afin que l'autre puisse les entendre. Non, il va les entendre. Si les oreilles fonctionnent, il va les entendre. Et mekabel. Et mekabel, c'est recevoir, accepter, intégrer la chose à l'intérieur de soi. Et c'est là où, en effet, va se situer la question fondamentale que nous allons avoir dans un monde de relations. Est-ce que je dis les choses parce que j'ai besoin de les dire? Ou alors, est-ce que j'ai envie que l'autre puisse recevoir et accepter les mots que je vais prononcer? Traduction différente. Est-ce que j'ai besoin que l'autre entende un message et il se trouve que ce message, c'est moi qui vais le faire passer? Ou alors, ai-je besoin que l'autre entende mon message? C'est-à-dire que, à travers l'écoute que l'autre va avoir des mots que je prononce, se joue la problématique de la place que j'occupe à l'intérieur de cette relation. On va traduire les choses, si vous le voulez, un peu différemment. Dans la vie, on a parfois envie que des choses bougent, pour de multiples raisons. La question qui se pose, c'est la suivante. J'ai envie que les choses bougent, mais est-ce que je veux les faire bouger ou est-ce que j'ai envie que les choses bougent?
Et c'est là où je commence à m'interroger, en tant qu'homme comme en tant que femme. Est-ce que ce qui est important, c'est que l'autre ait entendu certaines choses, et maintenant il se trouve que ces choses, c'est moi qui vais les faire passer? Ou alors ce qui est important, c'est que l'autre, à travers le fait qu'il écoute ce que je lui dis, valide ma place et ma présence à l'intérieur de la relation. Traduit de manière différente, la question que je pose, elle est très simple. Quel est l'enjeu de l'échange? Est-ce le fait que l'autre va réussir à être à l'écoute des mots que j'ai prononcés, ou que l'autre ait pu entendre les mots qu'il se trouve que j'ai prononcés? Et c'est là où c'est très intéressant. J'ai envie de comparer cela à une personne qui veut faire passer un message politique. Est-ce que ce qui l'intéresse, c'est que la masse ait pu entendre le message? Ou alors il faut que ce soit lui qui ait fait passer le message, parce qu'il reprend une place à travers le fait que l'autre a été à son écoute. C'est comme dans un conflit. Quel est l'enjeu? Est-ce que l'enjeu, c'est le sujet ou c'est moi? Si c'est le sujet, la manière dont je vais organiser ma parole ne sera pas la même. Et je crois qu'avant de rentrer dans la spécificité du masculin et du féminin, la question qui se pose, elle est au fond beaucoup plus simple. Lorsque nous avons, pardonnez-moi, envie que l'autre soit à l'écoute de notre parole, est-ce que c'est la parole que l'autre doit écouter ou c'est ma parole, la mienne? Le point de départ peut être d'un univers dans lequel l'autre va réussir à me comprendre, c'est si je m'interroge d'abord sur les intentions réelles qui sont présentes à l'intérieur de moi au moment où je vais lui faire passer mon message. Qu'est-ce que je veux? Je veux que l'autre m'ait donné raison. Je veux que l'autre ait entendu ma parole. Je veux que l'autre ait entendu ma demande. Et donc, à partir de cela, la chose la plus importante ici, c'est mien, moi, ou c'est la parole? Interrogeons-nous. Et on va constater que très souvent, de manière très honnête, eh bien, ce qui est important, c'est peut-être en premier lieu que ça soit ma parole. Ma parole, la mienne. La mienne. Et l'autre le ressent. Et l'autre ne peut pas l'entendre. L'autre ne me comprend pas. Pourquoi? Parce que je dis des mots, mais la finalité de ces mots, elle est autre. Et évidemment qu'on se rend bien compte qu'il y a distorsion entre les deux. On va, si vous le voulez bien, rentrer dans des choses qui sont un petit peu pratico-pratiques, mais qui vont peut-être nous aider un petit peu mieux à comprendre cela. On est là, un univers masculin, un univers féminin. Je vais dire à mon conjoint, pourrais-tu avoir la gentillesse de faire telle et telle chose? Qu'est-ce que je mets dans ces mots-là? Est-ce que j'ai besoin que l'autre, à travers le fait qu'il va faire ce que j'attends, me montre la place et l'importance que j'ai? Et donc la chose, même si elle a de l'importance, n'est pas fondamentale. C'est beaucoup plus le fait que l'autre ait accepté de faire ce que je lui demande, dont j'ai besoin. Et pourquoi pas, c'est légitime ou pas? Interrogeons-nous. Et souvent, on va réaliser que si on est très clair et très honnête, ce n'est pas tant cette chose qui était importante, mais que l'autre a été à l'écoute de ma parole, et c'est le fait que l'autre a été à l'écoute de ma parole qui pour moi est fondamental. Est-ce que tu peux le faire maintenant? Je le ferai après. Donc en deux mots, je veux bien faire ce que tu me demandes, mais je reprends le contrôle en décidant quand je vais le faire. Intéressant. Mais l'essentiel, c'est que les choses soient faites, non, n'est-ce pas? Eh bien,
tu ne me comprends pas. Mais j'ai parfaitement compris ce que tu me disais. J'ai parfaitement compris que tu voulais qu'on amène telle chose vers tel endroit, et je t'ai juste dit que je le ferai quand je le désire. Donc, en 2 mots, je reprends dans la relation ma place face à toi, et quelque part, la réponse que tu avais besoin d'entendre sur la place que je te donne, en acceptant de faire les choses comme tu le demandes, je ne te l'ai pas donnée. Et donc, je ne te comprends pas parce que le message essentiel n'a pas été dit. Mais c'est normal. Parce que celui-là, on n'en a peut-être pas parfois même conscience. On n'a peut-être pas conscience que derrière ce que l'on est en train de dire, c'est autre chose qui se passe. Et qu'il y a en effet un autre message que l'on voulait faire passer. Mais tout simplement, on a oublié de le dire. On va essayer de reprendre le même principe. Pourrais-tu faire telle et telle chose? Pour moi, c'est très important si tu peux le faire maintenant. Pour moi. C'est-à-dire montrer que l'enjeu maintenant, c'est quoi? C'est avant tout moi. Je te décrypte véritablement ce qui se joue derrière les mots que je suis en train de prononcer. C'est intéressant. C'est intéressant parce que, à ce moment-là, évidemment que l'autre peut mieux comprendre, puisque je lui ai donné le sens réel des mots et non pas celui que tout le monde peut comprendre. Il faut qu'une chose se fasse. Bon, ben, qu'elle se fasse maintenant ou plus tard, au fond, c'est pas si important que cela. Dire pour moi, c'est important. Et être capable, justement, et je crois que c'est une des clés, de décrypter et de dire à l'autre ce que représentent réellement les mots que l'on prononce et l'attente que l'on a vis-à-vis de lui lorsqu'on prononce ces mots. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas capables de dire à notre mari, comme à notre épouse, la phrase suivante: quand je te demande quelque chose, pour moi, ce n'est pas tant cette chose qui est importante, c'est le fait que je vois que tu donnes de l'importance à ce que j'exprime, et c'est ça dont j'ai besoin. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas? C'est intéressant. Au fond, à ce moment-là, on a dit à l'autre, sache que derrière ce que j'exprime, il y a autre chose qui est fondamentale, et c'est ça que je suis en train de dire. On ne peut pas se comprendre si on masque les mots que l'on aurait voulu dire derrière d'autres mots. Et on ne pourra jamais faire le reproche à l'autre de n'avoir pas réussi à imaginer que derrière les mots que l'on prononce, il y en a d'autres. Que derrière les mots que l'on prononce, il y en a d'autres. La difficulté qu'on a, c'est que nos besoins en plus ne sont pas les mêmes. Le besoin d'être assuré, le besoin de se sentir exister. Tout cela, évidemment, n'est pas le même suivant que l'on soit un homme ou une femme, que l'on soit dans telle et telle posture professionnelle X, Y ou Z, voire même l'histoire qui est la nôtre avant notre couple. Et donc, évidemment, la difficulté qu'on va voir, c'est quoi? C'est que lorsque nous avons vécu dans un monde dans lequel la deuxième phrase n'était pas véritablement présente. Pourquoi? Parce que ces problématiques-là n'existaient pas nécessairement. Eh bien, nous aurons un mal fou à imaginer que derrière des mots, il y a d'autres choses qui sont en train d'être dites. Pourquoi? Parce que dans mon histoire à moi, je n'ai jamais vu ma mère être déstabilisée quand mon père lui disait avec plaisir, mais je le ferai plus tard. Pourquoi? Parce que la dimension signifiante de sa demande, c'était j'ai un besoin, point à la ligne, j'ai juste besoin que tu répondes présent au moment où tu le désires, ça ne me dérange pas. Alors que dans l'histoire de mon conjoint, ça ne veut absolument pas dire cela. Donc on se retrouve face à une forme d'énorme interrogation. Parce que de notre côté, nous avons l'impression que nous avons entendu les mots de l'autre, que nous avons
nous sommes prêts à répondre, mais pas toujours de la manière dont il le désire, et que ça pose un problème. Il y a un concept que j'aime beaucoup, que l'on retrouve dans le Talmud, et qui nous dit la chose suivante, Vedai le Hakima birmiza be'alma. Ce qui veut dire, et il suffit, le Hakima, pour quelqu'un que l'on appelle Chacham, c'est-à-dire quelqu'un que l'on appelle sage et intelligent, il lui suffit Rmiza, c'est-à-dire une allusion simplement. Vedai le Hakima. Lorsque l'on est face à un Chacham, à un sage, il comprend de manière allusive ce que l'on est en train de lui dire. Et nous aimerions en effet qu'à l'intérieur de ces relations, notre conjoint, c'est-à-dire l'homme ou la femme face auquel on se trouve, réussisse à percevoir ce que nous avons envie de lui faire entendre, mais de manière indirecte. C'est possible. Mais pour cela, il y a une règle. C'est qu'il faut être clair soi-même sur le message que l'on a envie de faire passer à l'autre. C'est-à-dire de savoir ce que véhiculent réellement les mots que l'on prononce vis-à-vis de l'autre. Or, tant que nous ne sommes pas clairs sur nos besoins réels, sur nos attentes réelles, il ne peut pas y avoir ici d'allusion. Si moi j'ai envie de boire, c'est ça mon besoin, et que je vous dis, j'ai vraiment envie de boire, je dis, il a l'air sympa ce coca. C'est pas une allusion, c'est encore pire que ça, mais que sais-je? Évidemment, comme mon but, c'est que vous compreniez que j'ai soif, il y a 90% de chances que si je suis face à un chacham, il va le comprendre parfaitement. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans ma tête, je sais ce que j'ai envie que tu comprennes. Je le sais. Je sais qu'en vérité, derrière ça, c'est ça que je veux que tu comprennes. Je n'ai pas envie que tu entendes juste que la bouteille, elle est jolie, que derrière cela se cache une autre phrase que je n'ai pas envie de te dire parce que je n'ai pas envie de te gêner éventuellement, que sais-je, mais c'est ça que je veux te dire. Mais est-ce que dans le monde des relations, nous sommes clairs sur ce que nous voulons dire? Est-ce que nous avons d'abord clarifié vis-à-vis de nous quelles sont les choses que nous aimerions que l'autre puisse entendre et comprendre de notre part? Et dans ce cas-là, posons-nous la question. Si nous sommes clairs sur les messages, alors, dans ce cas-là, question très simple, pourquoi on ne les dit pas clairement? La notion de remèze, d'allusion, c'est lorsque je me retrouve face à un tiers et je dois être capable d'entendre dans ce qu'il me dit autre chose. On est d'accord? Mais quand moi, je dois émettre quelque chose, comment se fait-il que je fasse passer les messages de manière allusive si je suis clair? Eh bien, vous allez voir qu'en vérité, oui. Et c'est là où on va toucher quelque chose d'extrêmement fin. Vous connaissez toutes et tous la fameuse histoire de la rencontre entre Eliezer, serviteur d'Abraham, et celle qui va devenir la future épouse d'Isaac, c'est-à-dire Rivka, Rebecca. Cette rencontre a lieu au bord d'un puits. Et nous avons Eliezer qui est là et qui voit cette jeune femme qui arrive, cette jeune fille, toute jeune fille d'ailleurs, et il lui dit qu'il aimerait bien boire. D'accord? Elle, cette jeune fille, lui dit évidemment, et va lui proposer aussi de donner à boire à ses chameaux. Et la question, elle est évidente, il ne lui a pas demandé pour ses chameaux, il ne lui a demandé que pour lui. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé ici? Rebecca, au fond, s'est interrogée et a réfléchi. Et elle s'est dit, mais au fond, cet homme ne peut a priori pas se servir à boire, a fortiori qu'il ne pourra pas
donner à boire à ses chameaux. Mais s'il ne peut pas donner à boire à ses chameaux, pardonnez-moi, comment se fait-il qu'il ne me demande pas de leur donner à boire? Et sa réponse, elle est simple. C'est qu'il y a des choses parfois que nous voudrions dire, mais que nous n'osons pas dire. Mais ce n'est pas parce que nous n'osons pas les dire que nous n'avons pas envie que l'autre puisse réussir à les entendre. C'est ce que j'appellerais l'univers de l'au-delà du mot. Et chacune et chacun d'entre nous a son système pour ouvrir l'autre à entendre ce qu'il voudrait dire, mais ce qu'il a peur de dire. Pourquoi peur de dire? Parce que lorsque vous dites les choses clairement, la question est la suivante. Et si maintenant je les dis clairement et que l'autre entend quel est véritablement le sens réel des mots que je prononce. Quand je lui dis « peux-tu faire telle et telle chose ?» c'est au fond « j'ai besoin que tu me montres l'importance que j'ai à tes yeux lorsque tu es capable de mettre de côté ce que tu es en train de faire pour pouvoir faire ce que je te demande. » C'est ça qui est important pour moi. Si je le dis à l'autre et que l'autre refuse, dans ce cas-là, je me retrouve face à une réalité qui est parfois bouleversante. Et c'est la raison pour laquelle d'un côté, on reproche à l'autre de ne pas nous comprendre. Mais si on disait les choses clairement, il pourrait y répondre. Mais pourquoi on ne le dit pas? On ne le dit pas parce que l'on a peur que si l'autre entend les choses clairement, la réponse qu'il donnera ne corresponde pas à nos attentes. Et on se protège. On se protège et on se retrouve dans des situations un peu paradoxales. Je dis à l'autre, l'autre ne me comprend pas véritablement, donc je suis un peu déçu. Mais en même temps, au plus profond de moi-même, je me dis, bon, d'un autre côté, l'autre n'a pas véritablement compris parce que je n'ai pas été clair. Mais si j'avais été clair, l'autre aurait compris, n'est-ce pas? Mais évidemment, l'autre aurait compris, l'autre aurait dit oui, hein, on se rassure. Oui, mais si l'autre, tu lui dis clairement les choses et que sa réponse c'est non, on fait quoi avec? Et sans nous en rendre compte, nous entretenons cette atmosphère un petit peu clair-obscur dans laquelle nous n'arrivons pas à dire réellement ce que nous voulons dire à l'autre, parce que d'abord, nous ne sommes pas toujours clairs sur le sujet. Et quand nous le sommes, eh bien, nous n'arrivons pas à le dire clairement, parce qu'on a envie que l'autre le comprenne tout seul, parce que si l'autre ne le comprend pas, on aura toujours la possibilité de se dire « l'autre n'a pas compris, c'est pour cela qu'il n'a pas répondu ». Mais quand vous êtes clair et que l'autre répond négativement, là, c'est difficile. Là, c'est compliqué. Quand vous dites à quelqu'un, parce que tu sais, quand tu t'interromps pour faire ce que je te demande, pour moi, c'est très important, ça représente quelque chose, et que l'autre nous dit, je suis désolé, je ne vois pas pourquoi je devrais faire un truc pareil. Si tu n'es pas capable de réaliser que tu as de l'importance pour moi et qu'il faut ça, ben, tant pis pour toi. Waouh! Vous imaginez un petit peu ce que ça peut faire? On se protège. Combien d'enfants devenus adultes se rassurent en se disant « Non, mais papa et maman n'ont pas compris. » Parce que s'ils avaient compris, bien sûr qu'ils auraient fait les choses. Et pour reprendre un texte qui bouleverse actuellement beaucoup en France, avec ce titre, « Ma mère savait, mais elle a minimisé les choses », n'est-ce pas? Dans ce fameux texte qui rapporte ces événements dramatiques d'inceste, ma mère savait, mais elle a minimisé. J'ai envie d'imaginer que ma mère ne savait pas, c'est-à-dire elle n'a pas compris. Parce que j'ai sûr certain que si elle avait compris, évidemment qu'elle serait intervenue comme il se doit, n'est-ce pas? Idem dans mon couple, idem dans ma relation avec cette personne, avec cette femme, avec cet homme. Évidemment que si l'autre ne réagit pas et n'agit pas, c'est qu'il n'a pas totalement compris. Mais en même temps, je souffre de cette incompréhension. Et je souffre que l'autre ne fasse pas l'effort de comprendre. Et on se retrouve un petit peu coincé. Alors, évidemment, il y a des pistes et on va essayer de les explorer ensemble. Tout d'abord, et
j'ai envie de dire que c'est une forme de mini-escroquerie ce titre, parce que les problématiques que je suis en train de poser, ce n'est pas l'homme et la femme, c'est l'autre. C'est l'autre. Il se trouve que cet autre, c'est un masculin, c'est un féminin, avec sa particularité, avec sa spécificité, comme la Torah nous le dit. Mais c'est l'autre aussi avec son histoire, son vécu, ses traumas, ses souffrances, ses joies, ses peurs. Et surtout, la dimension signifiante des mots chez lui qui n'est pas la même pour moi. Et pour cela, évidemment, vous le savez, c'est un lieu commun, mais je ne peux pas ne pas le dire. La nécessité de se rappeler que nous n'avons jamais les mêmes définitions des mots, ni des postures. Et que tout le travail, justement, c'est de construire ce qu'on appellerait ce fameux dictionnaire commun. Ce dictionnaire commun dans lequel nous allons donner à l'autre la définition du mot, de l'attitude, de la posture. Et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'on ne peut pas attendre des années et des années que l'autre réussisse à découvrir le sens. Pourquoi ? Parce que le temps de les découvrir, les tensions peuvent émerger. Si les tensions émergent, est-ce qu'on a envie toujours de découvrir ? Ce n'est pas sûr. Et on fait avec. Il y a un travail très simple à faire. Et là-dessus, je suppose que toutes celles et tous ceux qui ont fait un peu de ces méthodes de coaching très à la mode, et ce que vous voulez, le connaissent parfaitement, mais ce n'est pas grave. C'est tout simplement de reprendre un petit peu ces principes talmudiques dans lesquels on demande à celui qui émet une opinion, mais qu'est-ce que tu as voulu dire exactement ? Qu'est-ce que tu as voulu dire ? Mais avant de dire à l'autre qu'est-ce qu'il a voulu dire, soyons capables de dire ce que nous avons voulu dire. Quand je te dis ça, ça veut dire ça. Et nous affranchir de nos peurs. Nous affranchir de nos peurs. Mettre de côté cette angoisse que l'autre, à un moment, risque de balayer rapidement ce que nous allons lui exprimer. Et s'il le fait, eh bien au moins les choses seront claires. Quand je dis que les choses seront claires, nous saurons sur quoi nous devons maintenant travailler ensemble. Alors, on va prendre, si vous le voulez bien, deux, trois exemples, mais je voudrais revenir toujours sur ce écrit de l'Ikabli nominé, afin que l'autre puisse le recevoir. Et n'oublions pas qu'un des éléments qui vous permettent d'entendre réellement la parole de l'autre, c'est lorsque celle-ci n'est pas vécue comme étant un élément qui me met en danger. Regardez. Lorsque j'ai une remarque à faire à quelqu'un, totalement fondée, que j'exprime gentiment, sympathiquement, non dans l'agressivité, et on l'a toutes et tous vu un jour. Cette personne parfois peut se refermer, se bloquer, voire même nous agresser parce qu'on lui a fait une remarque. Et ce, pourquoi ? Pour une raison très simple. C'est que lorsque vous faites une remarque à un tiers, il ne sait jamais ce que sera la suite des mots que vous utilisez. Est-ce que la suite, c'est un siège éjectable ? Est-ce que la suite, c'est une prise de distance ? Et donc, il est important, pour que l'autre puisse réussir à minima à nous entendre, c'est-à-dire à ne pas se protéger face à nos mots, et la lecture qu'il pourrait en faire et la peur que ça peut générer chez lui, de commencer par dire des phrases tout bêtes. Et j'arrive avec les phrases gros sabots, c'est-à-dire exprimer à l'autre la réponse à la question qu'il risque de se poser et la lui donner avant qu'il ne se la pose. Donner la réponse avant que la question n'arrive. La question, c'est « Et quand tu me dis mais pourquoi tu as fait ça ?» ou alors « Tu sais, il y a quelque chose qui m'embête » ou alors « Je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça au niveau des enfants, que sais-je ?» L'autre peut s'imaginer derrière « Et donc, c'est la raison par laquelle je ne t'apprécie pas » et donc inconsciemment se sentir sur un siège éjectable. Commencez par dire à l'autre « Je t'apprécie énormément ». Commençons à dire à l'autre combien ce qu'il fait est quelque chose qui nous apporte. Rassurons-le pour lui permettre d'être ouvert, ne serait-ce qu'à être à l'écoute des mots que l'on va dire. Rassurons-le
pour lui permettre d'être ne serait-ce qu'à l'écoute des mots qu'on va lui dire. Ne le bloquons pas dans cette capacité d'être à l'écoute, de par l'interprétation qu'il peut faire du after, de la suite de la phrase que nous allons prononcer. Et puis après, évidemment, il y a les univers dans lesquels nous avons grandi. Il ne me comprend pas. Pourquoi? Parce que les mots n'ont pas la même dimension signifiante. Malheureusement, certaines personnes ont grandi dans des univers dans lesquels le langage était parfois relativement fort et violent. Je ne vais pas utiliser ici des terminologies qui sont très désagréables, mais ça peut vous donner des mots dans la série tu me prends la tête, tu m'énerves, c'est du n'importe quoi que ça. Je sais, c'est moi un peu. Mais parfois, ça va beaucoup plus loin. Mais c'est complètement nul ce que tu me dis. Ah, vous allez dire, pour certains, mais c'est rien. Mais dans d'autres univers, dire à l'autre, c'est nul ce que tu me dis, est quelque chose qui peut être bouleversant. Et donc, comme c'est bouleversant, je me révolte contre ces mots qui, pour moi, ont une signification lourde, alors que pour toi, ils ont une signification banale. Et je vais vous proposer à ce moment-là la chose suivante. Lorsque vous avez l'impression que l'autre ne vous comprend pas, eh bien, à ce moment-là, pourquoi ne pas se poser et rentrer dans une interrogation, mais avec l'autre en face de nous? Quand je t'ai dit ça, qu'est-ce que tu as entendu? Mais avant de me dire ce que tu as entendu, je vais te dire, moi, ce que cela voulait dire. L'autre n'a pas réussi à m'écouter, il ne me comprend pas. C'est que donc, je ne décrypte pas assez ce que je suis en train de dire, et il est de mon devoir de faire cet effort pour expliquer à l'autre ce que je veux dire quand je dis cela, et d'être à l'écoute de ce que l'autre me dit sur ce qu'il reçoit au moment où j'exprime cela. Et on revient à ce texte de la Mishnah, qui heichi de l'ikablinu miné, afin qu'il puisse le recevoir. Rappelons-nous de cet exemple, paf, paf, cette petite claque affectueuse. Pour moi, ça veut dire je t'aime, mais pour l'autre, ça veut dire je te rejette. Et donc, évidemment, si je vois qu'à ce moment-là, l'autre se raidit, je ne comprends pas, parce que j'ai l'impression d'avoir fait un acte qui n'est pas négatif. Mais l'autre, dans son système, a une traduction différente. Je reviens à cette question du courage. Le courage de prendre le temps de décrypter et d'être à l'écoute de la manière dont l'autre entend les choses et de ne pas le remettre en cause. Il n'y a rien de pire que de s'entendre dire « mais c'est ridicule, mais je ne comprends pas pourquoi tu comprends comme ça, mais c'est bête ». C'est un déni de moi-même. Parce que tout simplement, c'est ainsi que je fonctionne. Et donc, tu ne peux pas à un moment m'affubler de tels termes parce que pour moi, tel mot veut dire telle chose et que telle posture me renvoie à telle et telle problématique. Tu ne peux pas. Au contraire, soyons capables de remercier les personnes qui sont en face de nous et qui sont prêtes à nous interroger et à nous répondre. Vous imaginez un petit peu quelqu'un qui dit à l'autre, mais je te remercie de me demander ce que j'ai voulu dire, ou je te remercie d'avoir la gentillesse de me dire comment toi tu as entendu ces mots. Et parfois, l'autre aura difficile, parce que pour l'autre, c'est quelque chose qu'il n'arrive même pas à comprendre. L'autre n'arrive même pas à le comprendre. Être capable de cela, évidemment, est quelque chose d'extraordinaire. Encore un point avant de passer à vos questions. Souvent dans les couples, il y a des critiques. Et tu fais ceci, et tu fais pas cela, pourquoi ceci, pourquoi cela, etc., etc. Très bien. Alors, quand on est dans un monde de critiques, dans un monde dans lequel l'autre va nous dire « Non, mais tu comprends rien, mais je te dis, etc., etc. »
On est là. La première question qu'on doit se poser, c'est pourquoi l'autre a-t-il ou a-t-elle besoin, il ou elle besoin de nous faire des critiques? Quel est le vrai message que l'autre veut nous faire passer? Et c'est là on peut interroger. Et ne pas avoir peur de se tourner vers notre conjoint et lui dire « Les critiques que tu me fais me laissent à penser qu'il y a quelque chose qui te dérange profondément chez moi. Mais j'aimerais que tu me dises de quoi il s'agit réellement. » C'est-à-dire, poussons-nous les uns les autres à ne pas avoir peur de dire ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous, à l'intérieur de la relation. La vraie difficulté que l'on a, c'est que lorsque l'autre nous le dit, on n'est pas prêt à le recevoir. Alors que la base de tout, c'est d'être capable de remercier l'autre d'avoir fait cet effort d'exprimer ce qu'il vit, même si c'est quelque chose qui nous dérange. Pourquoi? Parce que lorsque tu l'as dit, tu nous donnes la possibilité d'avancer ensemble. Si je te dis ce qui me dérange chez toi, c'est un cadeau que je nous fais. Pourquoi? Parce que le but, c'est que tu puisses à ce moment-là m'expliquer que peut-être ce n'est pas vraiment cela que cela veut dire, ou me dire, mais moi c'est trop compliqué, ou alors qu'est-ce que tu attendrais de moi, ou alors comment est-ce que d'après toi on pourrait arranger cette chose, que sais-je? Faisons de ces mots un cadeau qui est bon pour nous, parce qu'au fond, quand on se parle, c'est que l'on cherche à créer ce fameux nous. Seulement, ce n'est pas quelque chose qui se met en place du jour au lendemain, évidemment. Alors, je n'ai fait qu'effleurer ce sujet. Il aurait pu se traiter de manière, j'ai envie de dire, ultra classique. Mars, Vénus, faites des compliments, faites pas des compliments, dites ceci, dites cela. Et quand je peux les donner ces exemples, et on m'en donne un ou deux, allez, on va se faire plaisir. N'est-ce pas? Celui que j'adore donner dans mes conférences. Lorsque une femme dit à son mari « Je suis fatiguée, je n'en peux plus », traduction « J'ai besoin d'être seule ». Quand un homme dit à son épouse « Je n'en peux plus », souvent ça veut dire « Occupe-toi de moi ». N'est-ce pas? On les connaît tous ces exemples. Évidemment, ils sont vrais. Pas le même dictionnaire, pas le même sens, évidemment. Tout notre travail, justement, au niveau de la relation, c'est de prendre le temps de dire et de faire dire et de remercier. De remercier et de dire à l'autre « Merci de m'avoir donné des éléments qui me permettront de mieux te comprendre. » Et arrêtons de vouloir faire en telle sorte que l'autre soit à l'image d'un prophète qui peut comprendre tout seul. Ne dénigrons pas la sensibilité de l'autre. Si l'autre me dit quand tu me dis ça, alors soyons capables de le recevoir et de lui dire c'est bien que tu me le dises, même si nous trouvons pour des raisons X, Y ou Z que c'est ridicule, que c'est dommage, que c'est bête, c'est pas notre problème. Ce que je viens d'essayer de partager avec vous, évidemment, c'est pas des recettes. C'est une réflexion que l'on doit avoir par rapport à soi. Pourquoi j'ai peur de dire? Pourquoi je ne suis pas prêt à rassurer l'autre? Pourquoi je n'arrive pas à un moment à dire à l'autre, en vérité, quand je te dis ça, c'est ça que je veux dire. Tous ces éléments-là font partie d'une démarche intérieure et personnelle. Ce qui est sûr, c'est que les choses doivent toujours être dites, si on le peut, calmement, qui est écrit de l'ikablinomine, afin de les recevoir. On peut aussi voir son conjoint, voir cet autre et lui dire, tu sais, quand tu m'as dit ça, je vais te dire ce que j'ai entendu, mais peut-être que ce n'est pas cela que tu voulais me dire. Cet effort-là, nous pouvons le faire et nous devons le faire parce qu'il sera fondamental au niveau de la relation que nous aurons avec nos propres enfants. Nous devons accepter que l'autre peut avoir parfois peur de dire les choses parce que peut-être que dans une autre expérience, quand cet autre s'est livré, eh bien, il s'est fait jeter. Peut-être que mon conjoint, cette femme ou cet homme,
Lorsqu'il était enfant, un moment a dit « Mais papa et maman, vous ne comprenez pas que quand je vous dis ça, ça veut dire que ceci, ceci, cela ?» Et peut-être que papa et maman ont dit « Mais on s'en moque. » Ou alors c'est bête, c'est ridicule, mais je ne vois pas pourquoi. Et donc peut-être cette personne s'est dit, dans la vie, exprimer réellement et dire ce que l'on a envie de dire n'est pas entendable. Alors je ne prends pas le risque et je le dis de manière indirecte. Et puis si l'autre comprend, il comprend. Et s'il ne comprend pas, ben voilà, on ne comprend pas. Je comprends que ce n'est pas simple. C'est un travail que l'on doit mener lentement. C'est quelque chose sur lequel nous devons nous interroger d'abord par rapport à nous-mêmes. Faire preuve de bienveillance vis-à-vis de cet autre que l'on a tendance souvent à pointer du doigt en pensant qu'il ne veut pas. Alors que souvent, ce n'est pas qu'il ne veut pas, parce qu'on voudrait tellement dans ce domaine. Mais parfois, on ne peut pas pour l'instant. Et la responsabilité que nous avons à l'intérieur d'une relation, c'est de donner à l'autre cette possibilité de pouvoir faire émerger sa parole avec sa sensibilité masculine, sa sensibilité féminine, avec sa spécificité. Une femme n'est pas un compagnon, un époux n'est pas une copine, les mots ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas la même dimension, les tonalités ne sont pas les mêmes. Tout ça, c'est au fond le lieu dans lequel nous allons grandir à travers cette confrontation à la parole de l'autre pour faire émerger une parole commune et faire en telle sorte que de cette parole commune puisse émerger une très belle histoire. Voilà quelques éléments de réflexion sur cette thématique et évidemment, je vais immédiatement maintenant passer à vos questions qui sont arrivées et je vais essayer d'y répondre. Alors, les questions, vous pouvez les envoyer par écrit et je rappelle que pour les personnes qui auraient besoin d'avoir un contact ou surtout d'avoir des réponses, eh bien, vous pouvez en effet m'écrire à Elie, E-L-I-E, @lamed.fr, elie@lamed.fr, elie@lamed.fr pour être au courant des autres cours et pour pouvoir être sur nos groupes WhatsApp. Et je demande à la personne qui s'occupe donc de l'émission, on va l'appeler, de pouvoir mettre cette adresse-là, elie@lamed.fr. Alors maintenant, donc, comment ne pas tomber dans la routine et raviver la flamme? Alors, comment ne pas tomber dans la routine? C'est la fameuse chanson de Comme d'habitude. Écoutez, ce n'est pas totalement la thématique de ce cours, mais la Gemara, les maîtres du Talmud nous disent qu'il faut faire en telle sorte de regarder son épouse tous les jours comme si c'était la première fois. Je pense que ça doit être valable dans les deux sens. Il faut, dans sa tête, se réémerveiller sur des choses qui sont évidentes, mais qui quand même sont extrêmement belles, et surtout exprimer sans arrêt, exprimer. De la même manière que tous les jours, on s'émerveille sur la beauté du monde, sur la beauté d'un arbre, sur la beauté du soleil, sur la beauté des choses, et que l'on est là et que l'on est rempli de joie. Eh bien, il faut faire la même chose vis-à-vis de son conjoint, réapprendre à être dans l'émerveillement. Maintenant, comment déceler le besoin, le message que l'autre veut nous faire passer? Alors, c'est très difficile de déceler parce que parfois, on passe complètement à côté de l'histoire. Je crois que ce qui est important, c'est de montrer à l'autre qu'on aimerait tellement comprendre exactement ce qu'il a envie de nous dire, mais qu'on comprend que pour lui, c'est difficile. Je crois que le fait de savoir que l'autre a le désir et que quand, par exemple, il a compris et qu'on lui dit « super », il dit « qu'est-ce que je suis content d'avoir compris exactement ce que tu avais besoin ». Et en le répétant, au bout d'un moment, eh bien, on arrive à y aller. Mais je crois que il ne faut pas avoir peur d'interroger, de dire l'autre, tu sais, moi j'ai l'impression que ce que tu veux me dire ici, c'est ça, mais peut-être que je me trompe complètement. Est-ce que tu peux avoir la gentillesse de me dire si je me trompe ou pas? Et puis, vous savez, je crois que dans un couple, on peut faire preuve d'humour, et c'est très important, l'humour dans un couple. L'humour dans un couple, ce n'est pas se raconter des blagues, nécessairement. L'humour dans un couple, c'est d'avoir une dimension de jeu, J-E-U. Ce jeu, c'est quoi? C'est, bon, alors, quand tu me dis ça, moi, j'ai l'impression que tu veux dire ça. Alors, froid, tiède, chaud, brûlant. Et donc là, on peut s'amuser comme ça et montrer à l'autre en même temps toutes les différentes manières dont on pouvait le comprendre. D'accord? Et à partir de cela, donner peut-être de temps en temps une dimension ludique, il faut le faire dans un moment sympathique. Et comme ça, on se rencontre, ô combien on peut avoir plusieurs lectures, jusqu'au moment où c'est ça. Ah, je suis content, j'ai gagné. N'ayons pas peur de faire cela.
Parce que d'abord, ça fait passer le message qu'on ne peut pas toujours tout à fait tout comprendre, tout ce que l'autre veut nous faire passer. Et en même temps, ça amène l'autre aussi à peut-être parfois faire passer les choses de manière plus rapide, de manière plus claire. Maintenant, autre question, parfois l'autre ne fait plus d'efforts. Comment lui donner envie? Comment lui montrer que le fait qu'il ne fasse plus d'efforts me fait me sentir mal aimé? Alors, évidemment que comment donner envie à l'autre de faire des efforts? Je crois que la meilleure manière dans la vie de faire des efforts, c'est comme quand on apprend à un enfant à marcher. J'aime beaucoup donner cet exemple dans mes cours. Je me lève à un moment, mais là, comme je suis face à vous, je vais rester assis. Je me lève et je fais quelques pas. Et je dis, mais mesdames et messieurs, vous ne m'avez pas applaudi. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, à mon âge, je suis censé marcher, Baruch Hashem. Mais quand j'avais 11, 12, 13, 14, 15, moi, je ne sais plus à quel âge, il faudrait que je demande à ma mère d'ailleurs, eh bien, quand j'ai fait ces mêmes premiers pas, tout le monde m'a dit bravo. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était quelque chose qui, à mon niveau, était difficile. Et en m'encourageant, on m'a donné envie de continuer. Je crois que le fait de valoriser l'effort que l'autre fait, même s'il est minime, et de lui dire ce qu'il signifie pour nous, eh bien, lui donne envie de continuer. Quand vous dites à quelqu'un, tu sais, quand hier tu as fait ça, eh bien, tu ne peux pas savoir comment ça m'a touché, tu ne peux pas savoir comment ça m'a apporté. Et même si ce n'est pas grand-chose, mais pour moi, en vérité, j'ai vu cet effort parce que tu avais envie d'aller dormir, mais malgré tout, tu as fait telle et telle et telle chose, tu es parti faire ceci, tu as fait cela, eh bien, ça donne envie d'être dans la continuité et c'est ce qui redonne une dynamique. Parfois, il faut un petit peu, je n'ai pas envie de dire exagérer, mais si on prend la mesure de la valeur qu'ont ce que l'on croit être des petits efforts et ce qui sont parfois juste des petits efforts par rapport à l'autre, eh bien, on a envie d'être dans la continuité. Je crois que ça, c'est une manière très claire. D'ailleurs, au niveau de l'éducation aussi, c'est fondamental. Et la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on abordera un sujet d'éducation sur en effet, c'est pour ça que je vous propose d'aller vous mettre sur les groupes WhatsApp pour recevoir les liens du cours de la semaine prochaine. Donc eli@lamed.fr, c'est que lorsque un enfant, on valorise l'effort qu'il a fait, il n'a qu'une envie, c'est d'être dans la continuité. Et ça, même si on considère que c'est normal, même si on dit, ouais, je ne comprends pas, mais c'est normal, il ne manquerait plus que ça, mais c'est le minimum, c'est vrai. Mais le but, c'est quoi? C'est de considérer que c'est le minimum et de ne pas voir la dynamique, ou de se dire, c'est peut-être pas le minimum, on n'en sait rien, mais ce qu'il faut, c'est que la dynamique ait lieu. Comment traduire le message du quotidien en besoin caché? Alors, je crois que les messages du quotidien en besoin caché, on peut les faire exprimer de manière plus claire à travers un univers de tendresse. J'en ai pas parlé, mais j'en parle maintenant. En effet, lorsque l'on est dans une relation de couple, dans une relation amoureuse, il y a des moments de tendresse. En tout cas, j'ose espérer. Ces moments de tendresse sont des moments dans lesquels on peut interroger l'autre parce qu'il y a une proximité, parce qu'il y a un lien, il y a une certaine forme d'intimité, et de dire, au fond, j'aimerais bien savoir que tu puisses me dire exactement, parce que j'ai l'impression que parfois je passe à côté de certaines choses, et ça me ferait tellement plaisir de les savoir, même si au fond, je devrais être un peu plus prophète, mais j'ai fait sur Google Recherche prophétie en 15 secondes, en 15 leçons, et j'ai pas eu. D'accord? Toujours mettez un peu d'humour. Montrez que vous avez eu envie de faire l'effort, de découvrir, mais que voilà. Et à partir de cela, au fur et à mesure, ce qu'il faut, c'est noter. Hein. Alors, soit vous mettez dans votre calepin, si vous avez peur d'oublier, soit vous mettez dans un coin de votre tête et vous rappelez de quelque chose, et puis après, vous le remettez en place. Et quand vous l'avez fait, n'ayez pas peur de dire à l'autre, dis-moi, j'ai bien compris. Hein. C'est-à-dire, en 2 mots, dites à l'autre que ce que vous avez fait, c'est bien parce que vous avez compris. Et c'est là où la dynamique se remet en place. Alors, on va dire Chazak, c'est très gentil. Maintenant, comment amener l'autre à nous faire confiance, à partager ses besoins clairement? La difficulté, pour que quelqu'un partage ses besoins clairement, il faut qu'on les reçoive d'abord sans être dans le déni. Quand quelqu'un lui dit, mais je ne comprends pas, mais c'est ridicule, mais qu'est-ce que ceci alors que ceci, cela, je donne un exemple, alors bête. J'aimerais qu'il y ait un peu plus de salade vendredi soir à table, d'accord? Imaginez ça. Alors que votre épouse est persuadée qu'elle en met plein. Mais vous avez un problème, un trauma d'enfance et vous avez peur qu'il manque, d'accord? Vous avez la peur du manque. Donc pour vous, il faut que ça soit à la fin du repas comme si c'était le début ou quasiment ça. Très bien. Vous avez raison de dire, mais je ne comprends pas, mais attends, mais tu n'as jamais faim, mais il y en a toujours ce qu'il faut. D'accord, je pense l'exemple bête, d'accord? Eh bien, vous pouvez dire à l'autre, écoute, c'est avec plaisir. Et si l'autre voit que quand vous avez reçu, quand il a dit vous l'avez reçu,
alors il peut plus nous faire confiance et dans un second temps, on peut revenir et dire ce que l'on en pense. Mais d'abord être dans l'acceptation pure et dure, sauf si bien sûr c'est inacceptable, mais je ne parle pas de ça. Et après, une fois que l'autre dit « Ah tiens, mais quand je demande un truc, l'autre est prêt à dire oui », on peut dans ce cas-là revenir vers la chose et dire « Mais enfin, tu sais, ceci, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses ?» et en rediscuter. Maintenant, si l'autre n'est pas clair dans ses attentes et besoins, que faire? Bon, c'est soit la peur, soit la personne qui elle-même n'a pas réussi à identifier. Il faut montrer que nous, en tout cas, on n'a qu'une envie, c'est de répondre présent et de le dire. On peut dire à quelqu'un, écoute, moi je n'arrive pas toujours, je ne peux pas toujours savoir, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai très envie. D'accord? C'est que j'ai très envie de comprendre exactement tes besoins et pour moi, c'est un cadeau que tu me fais lorsque tu arrives à les exprimer. Après, autre question, comment faire comprendre à mon mari qu'on ne peut pas parler quand il crie? Il faut prendre un temps d'intimité de nouveau. C'est-à-dire dire, je me rends compte que parfois, il y a des choses qui doivent sûrement t'exaspérer et te toucher énormément, et c'est la raison sans doute pour laquelle tu cries. C'est-à-dire montrer, même si c'est très difficile que ce que je dis, hein, je suis d'accord, parce que parfois c'est faux. Parce que les gens s'habituent à crier parce qu'ils crient. Et c'est dommage. J'ai l'impression, quand je te vois crier, je me rends compte qu'il y a des choses qui te touchent énormément, et ça me touche beaucoup de voir que ça te touche tellement. Seulement, j'ai une difficulté, c'est-à-dire posez à l'autre votre difficulté. Posez-lui la difficulté et demandez-lui de trouver la solution. J'appelle ça la stratégie de la patate chaude. C'est-à-dire, soyons capables de dire à l'autre, voilà, ça me fait tellement de peine quand je te vois crier parce que je me rends compte que ça te touche énormément et que ça te bouleverse et c'est la raison pour laquelle tu réagis comme ça. Seulement, j'ai une difficulté et je ne sais pas quoi faire. C'est qu'à ces moments-là, j'aimerais pouvoir te dire les choses, mais j'ai l'impression que tu n'arriveras pas à les entendre tellement tu es bouleversé, tellement tu cries. Comment est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire poser la question et amener l'autre à vous proposer sa réponse. Comment on peut faire? Je dis, mais je ne comprends pas. Oui, voilà. Ce sont des pistes, hein, ce que je vous donne. Ce sont pas, mais peut-être qu'avec ça, déjà, on peut faire un petit peu avancer. La technique de la patate chaude, j'appelle ça. Alors, on me dit merci beaucoup, c'est adorable. Bravo, c'est génial, j'adore lire tout ça. Alors, mon conjoint prend mal tout ce que je lui dis, il ne me comprend pas émotionnellement, je ne peux pas parler de ce que je ressens. Alors, donc, si la question, c'est je ne peux pas parler de ce que je ressens, faut le lui dire. Je crois qu'il faut le lui dire. C'est cette dernière phrase qu'il faut être capable de dire à l'autre. Il faut dire, j'aimerais beaucoup t'exprimer ce que je ressens, mais je ne sais pas comment faire. C'est-à-dire, exprimer votre désir et de nouveau demandez-lui à lui la solution. Il y a des choses parfois que je ressens et que je n'arrive pas à t'exprimer parce que j'ai l'impression que tu n'arrives pas à les entendre, mais je me trompe peut-être complètement. Comment est-ce que je pourrais faire? Par exemple, tu vois, tel et tel jour, et vous reprenez un exemple d'il y a longtemps, j'aurais bien voulu, mais je t'ai dit, j'ai l'impression que tu n'as pas du tout réussi à comprendre, c'est que sans doute je dis les choses mal ou alors qu'il y a une difficulté sur ça. Et c'est vrai que quand vous l'exprimez de cette manière, alors vous proposez à l'autre de nouveau de trouver une solution par rapport à une difficulté que vous avez, vous. Et vous n'êtes pas en train de pointer un doigt accusateur, tu ne comprends pas ce que je ressens. Tu n'arrives pas à comprendre ce que je ressens, c'est là pour la raison pour laquelle je ne peux pas parler. Mais moi, ma question, c'est comment je peux faire et est-ce que tu peux, toi, m'aider? Demandons à l'autre de nous aider par rapport à cela. Alors, quand son ou sa conjointe nous dit clairement que le sens de ses demandes, c'est une façon de la rassurer, est-ce qu'on est obligé de répondre positivement? Il faut lui poser la question. Il faut lui poser la question, il faut dire, écoute, d'abord, je te remercie de me donner la raison profonde de tes demandes, et je trouve que tu me fais très confiance, et ça me touche beaucoup. Maintenant, moi, je ne peux peut-être pas toujours répondre positivement. Comment on peut faire pour que même si je ne réponds pas, tu te sentes quand même rassuré? Ça serait quoi les mots que je devrais te dire? C'est-à-dire poser le problème. Comment je pourrais faire pour que tu n'aies pas l'impression que je te mets de côté, même si pour certaines raisons, je ne peux pas répondre nécessairement positivement à ta demande, pour différentes raisons qui m'appartiennent. Et je pense que cette question se pose aussi peut-être dans l'univers de l'intime. Alors, comment réinstaurer le dialogue quand on a cessé de se raconter les choses?
comment arriver à plus écouter, comment y remédier, comment accepter de ne pas changer l'autre. Alors, c'est une bonne question. On va essayer quand même de... Alors, comment réinstaurer le dialogue qu'on a cessé de se raconter les choses? On peut créer... Moi, je suis très pour de créer des moments dans lesquels on interroge l'autre sur ce qu'il pense de telle et telle et telle et telle chose, mais qui ne sont pas nécessairement des choses de notre vie commune, des enfants, de l'éducation, du reste, etc. Déjà, réinstaurer un échange sur des choses sur lesquelles il n'y a pas d'enjeu au niveau de la relation du couple. C'est-à-dire choses dans lesquelles les choses ne se jouent pas du tout au niveau de la relation du couple, mais voilà, sur toutes sortes de sujets. Je pense que, attendez un instant, voilà, ça c'est déjà le premier point. Après, comment est-on arrivé à ne plus s'écouter et comment y remédier? Comment vous y êtes arrivé, ça je ne sais pas. Comment y remédier? C'est reprendre parfois ce que la personne nous a dit, mais quelques temps après, et lui montrer qu'on a pris le temps d'y réfléchir. Comment accepter de ne pas changer l'autre? On ne peut pas changer l'autre, l'autre peut changer s'il le désire et on peut l'aider. Par contre, pour l'aider à changer, il faut valoriser chaque fois qu'il y a un petit mouvement quel qu'il soit. Et éventuellement, dans ce genre de cas, pour ce que vous êtes en train d'exprimer, monsieur ou madame, sur cette question, moi, je proposerais une démarche en thérapie, clairement, dans lequel on pose la difficulté que l'on a, on ne pointe point d'éducation. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui me manque profondément, c'est que j'ai l'impression que pour une raison ou une autre que je n'arrive pas à comprendre, on n'arrive plus véritablement à dialoguer. Or, j'ai besoin de dialoguer avec toi. Pour moi, c'est très important. C'est peut-être moi qui, sans m'en rendre compte, ai mis en place ce qu'il faut pour que ça ne se passe plus. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on en parle avec quelqu'un d'extérieur? Et bien montrer, c'est ça une thérapie. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on en parle avec quelqu'un d'extérieur qui pourra peut-être me faire entendre des choses que je n'arrive pas à entendre quand tu me les dis? C'est-à-dire, n'ayons pas peur de dire qu'au fond, peut-être que c'est nous qui avons besoin que ce soit cette parole extérieure qui nous aide par rapport à notre conjoint. Et si notre conjoint dit vas-y tout seul, il faut dire je ne raconterai jamais bien l'histoire parce que je la raconterai vue de mon point de vue. J'ai besoin que tu sois à mes côtés pour que tu puisses, toi, en effet, peut-être dire quelle est l'histoire que tu vis, toi, pour peut-être avancer. Maintenant, souvent dans un couple, on reste sur des non-dits. Je veux dire par là que sur le prétexte de la fusion, on cherche on cherche pas à se faire comprendre. Moi, je suis pas le coup de la fusion dans le couple, non. Moi, j'y crois pas du tout, parce que d'abord, la Torah ne nous a jamais dit. La Torah nous dit davak beishto, qu'on se collera à sa femme, qu'on est collé l'un à l'autre, on reste l'un et on reste l'autre. Juste comme on est collé. Alors quand j'ai un mouvement, ton mouvement il a un impact sur moi et mon mouvement il a un impact sur toi. Donc ça c'est déjà un premier point. On reste sur les non-dits. Tout dépend dans quel domaine les non-dits sont exprimés, parce que les non-dits c'est quelque chose qui est exprimé. Moi, je propose beaucoup. Pardonnez-moi de le dire sur il faut parce que c'est impératif et donc je vous prie de m'excuser, ce n'est pas de l'impératif, c'est plus une proposition. J'aimerais proposer au couple de faire quelque chose qui n'est pas simple à organiser, mais en même temps très simple. De réussir une fois par an, une fois tous les 2 ans au moins, à se prendre 24 ou 48 heures juste tous les deux seuls. Pas la peine ni d'aller à Venise, ni d'aller à Acapulco, là où vous voulez. De toute façon, aujourd'hui, avec le Covid, c'est compliqué. Se prendre 24 ou 48 heures, on part à mardi matin, on prend un jour de congé jusqu'au mercredi soir, 2 jours. Les enfants, ils sont chez la belle-mère, vivent la belle-mère, et on part à 20, 30, 40, 50 km de Paris. On trouve un petit hôtel tranquille, et on prend le temps tout simplement de se promener, de discuter, d'être dans l'échange, de regarder les champs, les forêts, de se tenir par la main, voilà, de vivre sans qu'il y ait un enjeu quelconque pour réapprendre à avoir du temps avec l'autre. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui peut beaucoup aider pour pouvoir ouvrir ce genre de thématique. Quelle est la différence entre crise et dispute? Est-ce que les disputes sont normales? Si vous connaissez des couples qui ne se sont jamais disputés, présentez-les-moi, j'aimerais beaucoup parce que j'ai jamais vu des anges en couple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la problématique du conflit, elle est inhérente au couple. On ne sera jamais d'accord sur tout, et j'espère bien, sinon ça serait un copier-coller et aucun intérêt. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème, ce n'est pas la dispute, c'est l'enjeu. Quel est l'enjeu? Est-ce que l'enjeu, c'est le sujet ou c'est autre chose? On va acheter telle chose. Non, je préfère ça. Est-ce que vraiment le problème, c'est que tu préfères ça ou que tu as envie que je t'écoute pour bien montrer que tu as une place? Posons-nous toujours la question, quel est l'enjeu? Si l'enjeu, c'est le sujet, évidemment qu'on aura une dispute dans le sens on va ne pas être d'accord, on va se disputer la chose, mais au sens premier du terme.
la question, c'est de savoir aussi c'est quoi les modalités de l'échange. Et ça, on peut en parler. Il faut dire, écoute, quand on n'est pas d'accord sur une chose, comment veux-tu que l'on échange à ce moment-là si on n'est vraiment pas d'accord? On peut créer ensemble les modalités de, ou alors quand on sent que la tension commence, dire attends, là c'est dommage, parce que tout simplement, on est en train de partir, c'est pas tuer, on est en train de partir vers quelque chose qui va pas être productif. Est-ce que tu préfères pas qu'on en parle un tout petit peu plus tard, ou alors qu'on essaie d'en parler différemment? Et à ce moment-là, faisons l'effort, l'un ou l'autre, d'aller vers l'autre et d'exprimer un moment de tendresse verbale ou physique. Après, ça dépend de quand et de quoi. Mais c'est-à-dire, n'ayons pas peur. À ce moment-là, au moment où on sent d'aller chez l'autre, lui faire un gros bisou symbolique ou réel et de lui dire « Mais t'es l'homme, t'es la femme la plus merveilleuse du monde, qu'est-ce que je t'aime ?» Bon, est-ce qu'on peut reprendre le sujet maintenant? Cassons le truc. Attendez, on s'aime ou pas? Ah oui, l'autre, il m'énerve, il me dit ça. C'est comme ça qu'on arrive à faire avancer les choses. Alors l'autre, il ne faut pas lui dire « et je te dis ça et donc tout s'arrête ». Non, on continue à ne pas être d'accord, mais on remet les cadres. Des cadres dans lesquels on peut se dire les choses. Mon mari est hypersensible, comment dialoguer sans être systématiquement sur un terrain miné? De nouveau, je vais vous répondre la même chose. Posez-lui la question. Lui dire, écoute, j'ai l'impression que quand je dis certaines choses, ça te touche énormément et je t'aime et je n'ai pas envie de toucher. Et ça me fait du mal de voir à travers tes réactions que les choses te touchent. Comment je pourrais faire pour... C'est-à-dire, c'est montrer que vous acceptez, même si ça vous énerve, même si je ne comprends pas, d'accord. Montrer, poser la question, mais de manière positive. Soyez capable de dire à l'autre, voilà, écoute, j'ai l'impression que, et ça me désole parce que vraiment, je n'ai pas envie de te faire du mal et j'ai l'impression que sans m'en rendre compte, parfois je peux dire des mots et que ça te touche et que ça fait du mal et je n'ai pas envie de te faire du mal et ça m'embête énormément, mais je ne sais pas, je n'y arrive pas. Est-ce que tu peux me dire, par exemple, tel jour, quand je t'ai dit ça, je me suis bien rendu compte que je t'avais touché et que telle chose, j'ai vu à ta réaction et je ne peux pas t'en vouloir. Mais maintenant, j'avais besoin de te dire ça. D'après toi, comment j'aurais pu faire? Et dis-moi et propose-moi. Voilà, poser, amener, et ça peut énormément faire bouger la relation. Énormément. Comment faire pour, alors on a encore 7 minutes, comment faire quand certains sujets primordiaux sont constamment un sujet d'histoire et de dispute? C'est souvent quand ce sont des sujets importants, qu'il y a des histoires et des disputes, je crois que c'est une problématique de relation de pouvoir. Je crois qu'il y a beaucoup de problèmes de relation de pouvoir et plus vous installez l'autre, plus vous aidez l'autre à se sentir rassuré sur la place qu'il occupe, mieux on arrivera à discuter sur ce genre de choses. Parce que si sur des sujets importants, il y a une tension, c'est que derrière là se joue la question de c'est moi qui décide, c'est moi qui suis l'homme, c'est moi qui suis la femme, c'est moi qui suis, c'est moi qui suis cela. Ou alors, si vous ne pensez pas que c'est ça, vous pouvez reprendre un moment, l'autre dire, voilà, écoute, quand on discute de ce type de sujet, j'ai l'impression que, et toi et moi, on a beaucoup de difficultés. Alors d'abord, parce que ce sont des sujets très importants, mais j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à avancer. Comment on peut faire? De nouveau, vous allez me dire que je radote. Oui, je radote peut-être, c'est pas grave, j'assume, mais je pense que c'est une des meilleures méthodes parce que je ne veux pas du tout qu'on commence à jouer aux psy de couloir et aux psychologues de prise unique et aux psychologues de tous les coachs et de machins en tout genre, etc. Vous voyez que parfois, je n'apprécie pas du tout cet univers. Les individus sont ce qu'ils sont, mais parfois, je suis atterré par des choses que je vois et des personnes qui catastrophe. Et après, il faut récupérer avec des professionnels. Professionnels, ce n'est pas moi. Donc, ne jouons pas au psy. Non, mais si l'autre, il dit, c'est qu'en vérité, je t'explique. Non, rien du tout. Posons le problème, exprimons, disons, et après, on voit ce qui se passe. Si vraiment ça ne se passe pas, il faut dire, écoute, j'ai l'impression qu'on n'y arrive pas. Moi, j'ai l'impression que si on allait voir quelqu'un, peut-être qu'on arriverait. En tout cas, que moi, ça m'aiderait beaucoup. Et j'ai besoin que tu m'accompagnes, en tout cas la première fois. Fais-le pour moi, j'ai besoin que tu m'accompagnes. Pour ne pas que l'autre ait l'impression qu'on l'amène et qu'on va lui tirer dessus. Combien de fois les personnes, elles arrivent chez moi? Moi, je ne fais pas de thérapie. Je le dis clairement. Je reçois les gens parfois une fois, éventuellement 2 fois, et après, j'oriente. Mais combien de fois ça m'arrive, je vois que l'autre, il est là et il s'attend, il arrive avec son armure, on va me tirer dessus. Et d'ailleurs, parfois, c'est très intéressant, la personne est tellement convaincue que quand vous lui dites un mot, il est persuadé qu'en vérité, on lui a tiré dessus. Il n'entend même pas ce qu'on lui a dit, tellement il a cette conviction que ce mot-là, c'est là pour l'abattre. Donc, rassurons.
Et disons, non, non, moi, ce que j'ai besoin, c'est pour moi. Et je ne suis pas là pour te désigner coupable. Non, non. C'est parce que j'ai besoin que tu sois à mes côtés pour que quand je vais dire des choses, tu puisses me corriger et dire, non, c'est peut-être pas exactement ça. Voilà. Quand je sens qu'il y a un besoin qu'on se fasse suivre en thérapie qui ne veut pas quoi faire. Voilà, je viens d'essayer d'y répondre. C'est un petit peu ça, mais parfois les gens ont très peur parce que pour eux, aller en thérapie, c'est un échec. Je crois qu'aller en thérapie, c'est pas un échec. Comme aller en thérapie individuelle, c'est pas un échec, c'est au contraire. Faire preuve d'une dimension adulte. Nous avons une difficulté, nous n'y arrivons pas seuls, nous allons voir quelqu'un dans ce métier pour nous aider. De la même manière, et ça faut le dire, s'il s'agissait demain, je nous souhaite à toutes et à tous de gagner à l'euro-million, amen, amen, d'accord? Et qu'on ait tous la bracha derrière. Eh ben, on a besoin de se faire aider pour savoir comment gérer ça, parce que si on ne sait pas, on ne sait pas. Mais notre couple, c'est au moins aussi important que l'euro-million. Eh bien, de la même manière que pour gérer 50 millions ou 100 millions d'euros, on a besoin de se faire aider, parfois, on a besoin aussi de se faire aider. Ah, c'est un échec. Ce n'est pas un échec, c'est une preuve de maturité et d'intelligence, et qui prouve que le couple est important. Tu sais, le fait d'aller ensemble chez un thérapeute, ne serait-ce que ça pour moi, ça me rassure terriblement. Parce que je sais que c'est un énorme effort pour toi. Et le fait que tu le fasses d'abord, je le vis comme étant un cadeau que tu me fais et je t'en remercie. Et deuxièmement, cet effort qui est tellement important pour toi, eh bien, est là et est en train de me montrer que notre couple est important et que je suis important. Et je t'en remercie. Voilà. Avec ces mots-là, peut-être que ça peut faire bouger, mais c'est sûr et certain qu'il faut décider de les dire. Maintenant, alors il y a une autre question qui était le même principe, de refuser de demander de l'aide à un rave ou un thérapeute. Un rave, ce n'est pas un thérapeute, hein, qu'on soit bien clair. Donc, un rave souvent peut donner des très bons conseils, mais souvent de très mauvais conseils dans ces domaines-là, hein, qu'on soit bien clair. J'ai entendu des choses qui m'ont fait sauter en l'air. Donc, c'est pour ça que je préfère moi un thérapeute, mais qui connaît son job, d'accord? Pas un thérapeute formé sur Internet ou des formations de 6 mois dans lesquelles brusquement, comme par hasard, un thérapeute, c'est quelqu'un qui a fait au moins 3-4 ans d'études, qui a une supervision. Enfin, c'est important, quoi. Maintenant, je voudrais prendre quelque chose avec mon mari, comme vous avez dit, mais mon mari ne veut pas laisser nos enfants. Alors, débarquant, il dit, je ne veux pas laisser nos enfants, il faut dire, bah, écoute, en tout cas, tu es un papa génial. Parce que les enfants ont de la chance d'avoir un papa qui est tellement préoccupé par leur bien-être. Et vraiment, bravo. D'abord, dire ouais, c'est-à-dire montrer que vous traduisez ça comme étant un papa qui est un papa bien. Maintenant, après dire, mais pour moi, c'est important. Et quelle solution on pourrait trouver ensemble? C'est-à-dire valoriser d'un côté et après montrer que pour vous, c'est important et dites-le. Vous pouvez raconter cette histoire que j'aime beaucoup. Cette histoire que j'aime beaucoup, c'est l'histoire de cette maman qui rentre à la maison, vous la connaissez peut-être, et qui rentre, les enfants l'attendent, et elle va tout de suite dans la cuisine, elle s'enferme dans la cuisine pendant une demi-heure. Et bien sûr, on se demande ce qu'elle fait là-bas, tous les gens sont persuadés qu'elle leur prépare un bon gâteau au chocolat, mais la petite caméra est là, elle est en train de tourner. Et la caméra est en train de nous montrer une femme qui est assise, qui a pris un thé tranquillement, qui est installée, qui lit un magazine, un journal, ce que vous voulez, quoi. Elle est là, elle est posée, elle est tranquille. Et pendant une demi-heure, elle vit sa vie, mais alors vraiment détendue, comme dirait l'autre. Et alors, bien sûr, on est là, comment les enfants, ils sont dehors et elle vient de rentrer. Et puis, quand elle rentre, de nouveau là où les enfants sont, les enfants disent, mais maman, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Et la mère leur répond très simplement, je vous ai fabriqué une maman. Ça veut dire que si l'autre ne ressent pas le besoin, il faut dire, écoute, tu ne ressens pas le besoin et c'est parfait, mais moi, c'est important et je verrai ton effort comme étant un vrai cadeau par rapport à moi. D'accord? C'est-à-dire valoriser l'effort même si vous pensez qu'il est normal et qu'il est évident. Parce que si pour l'autre c'est un effort, alors c'est un effort, donc valorisons-le. Comment faire accepter à l'autre, et on va conclure avec cette question, que nous pouvons avoir affaire parfois à un thérapeute tout en étant pratiquant quand on pense que le rave peut tout résoudre. Écoutez, ça c'est Moshe Rabbeinu et le bâton. Ok, un rave ne peut pas tout résoudre. Il peut. Il y a certains, ils sont ultra rares, qui ont été formés. Et même il y a des raves qui disent être formés, je ne suis pas sûr qu'ils sont vraiment formés, mais c'est un deuxième problème, et ça c'est encore un autre sujet, mais bon, je ne vais pas parler là-dessus. Mais je ne sais pas quoi vous dire. C'est embêtant, c'est la dernière question, je ne sais pas quoi vous dire. Parce que un rave qui connaît son job, c'est quelqu'un qui va dire à un moment, quelqu'un, un chacham sur ce qu'il ne sait pas, il dit je ne sais pas. Alors,
on peut éventuellement prendre ça comme solution, aller voir le Rav, et puis éventuellement proposer au Rav, lui demander pourquoi que vous aimeriez beaucoup aller voir un thérapeute, parce que vous avez l'impression que certaines choses, vous ne pourrez pas les dire devant le Rav ou c'est trop compliqué. C'est-à-dire, on peut éventuellement tenter le coup de dire que vous ne vous sentez pas, que c'est difficile, et que qu'est-ce qu'il dirait éventuellement, qu'est-ce que le Rav pense d'un thérapeute. J'ose espérer que vous n'allez pas tomber sur un Rav très sympathique, mais dans ce domaine-là, problématique. Je ne sais pas, c'est très difficile parce que ce sont des peurs en vérité, ce sont des peurs, et on a envie de donner au Rav une forme de toute puissance, et surtout les hommes qui sont persuadés que le Rav va automatiquement leur donner raison, et qui veulent parfois, sans s'en rendre compte, et je ne les disqualifie pas, c'est quelque chose que je peux comprendre même si je ne suis pas d'accord, instrumentaliser la parole du Rav pour reprendre une place qu'ils n'ont pas à la maison. Et voilà, je ne vous ai pas réglé votre question à travers ça, j'en suis bien conscient et j'en suis désolé. J'ai essayé d'ouvrir quelques portes. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent ce soir, d'avoir pris le temps d'être à l'écoute. J'ose espérer que les pistes qu'on a essayé d'ouvrir vont pouvoir produire des fruits. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez écrire à elie@lamed.fr, elie@lamed.fr, pour pouvoir participer au groupe WhatsApp aussi éventuellement. Vous avez des questions ou problématiques à poser. Merci pour vos questions. Merci pour celles et ceux qui ont organisé cette soirée. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, mardi, ça sera sur la room de l'association LEF que je dirige, et ça sera un cours qui sera en effet consacré à un thème lié à l'éducation. En attendant, Shavua Tov à tout le monde, de bonnes nouvelles Bezrat Hashem, et que tous les efforts que nous allons faire les uns les autres dans le domaine de nos relations, eh bien, ne puissent produire que de très très beaux fruits Bezrat Hashem. Amen, amen. Kol Tov. Merci beaucoup Rav Lemel pour ces paroles Baruch Hashem pleines de richesse et de bienveillance. C'est vraiment essentiel et réellement essentiel d'entendre tout ça. Alors merci infiniment à vous. Pour les personnes qui demandent le replay, je vous l'enverrai pour le diffuser à vos groupes, mais il est disponible aussi sur menora.fr. Merci infiniment. Avec plaisir. Et nous, il sera disponible sur la chaîne YouTube Lev Vidéo. Lev Parfait. Vidéo. Kol Tov. Merci infiniment. Kol Tov, au revoir.